Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. Je suis très heureux de venir vous présenter ce topo sur la place de l'oxygénation au débit dans la gestion de l'ROE en 2025. Donc, je vais essayer d'être à la fois collé à la littérature et aussi essayer de vous dégager quelques messages pratiques à retenir. J'ai aucun conflit d'intérêt concernant ce sujet. Les bénéfices théoriques de l'oxygénation haut débit, on les connaît maintenant de façon extrêmement bien pertinente, notamment grâce à la réanimation. Il y a cet article dans Intensive Care Médecine en 2016 que je vous invite à lire si vous vous intéressez à l'oxygénation haut débit, qui vient démontrer l'ensemble des bénéfices théoriques. Donc en fait, effectivement, on a une FiO2 qui est maîtrisée et qui est modulable, qui peut aller jusqu'à 100%. Vous avez un effet PEP, CPAP-like, notamment dépendant du débit en oxygène que vous allez administrer à votre patient. Vous avez un gaz qui est humidifié et réchauffé, et donc il y a une très bonne tolérance et un très bon confort des patients. L'intérêt également de cette technique, c'est une application continue. On verra que dans la gestion des voies aériennes, ça peut vraiment être un atout. Et puis vous avez le lavage de l'espace mort, et il a été décrit également une diminution du travail respiratoire chez les patients sous OHD. Alors je vous ai mis cet édito qui est extrêmement intéressant de Patel, qui a été publié dans Anesthésia en 2022. Et plutôt que se focaliser sur la préoxygénation, j'aime bien ce concept de peroxygénation. En fait, la peroxygénation, c'est à la fois la préoxygénation de vos patients, mais c'est aussi prendre en compte l'oxygénation et la ventilation apnéique, c'est-à-dire au moment où on va faire l'induction des drogues anesthésiques, plus ou moins les curares, jusqu'à l'intubation ou la désaturation de votre patient. Et donc ce concept de peroxygénation, on se rend compte quand on prend un petit peu de recul sur une photographie des techniques qui peuvent être réalisées en pré-O2 et en oxygénation apnéique ou ventilation apnéique. Et l'oxygénation haut débit, c'est une technique qui va pouvoir être administrée du début de la préoxygénation jusqu'à l'intubation de votre patient en continu, même pendant la gestion des voies aériennes et notamment la laryngoscopie. Donc si on s'intéresse un peu à la littérature, on voit que sur PubMed, c'est quand même une technique qui est relativement récente. On a eu d'abord une croissance importante des papiers au niveau de la réanimation. On a eu aussi un pic dans les années 2020-2021 parce qu'il y a eu le Covid et on a tous eu recours à l'OHD chez nos patients en détresse respiratoire sur le Covid. Et puis on voit quand même depuis quelques années apparaître des papiers, on va dire depuis 10 ans, et depuis ces 5 dernières années, ça s'accélère fortement dans le contexte de nos blocs opératoires et dans la gestion de l'anesthésie. Donc je vous propose juste de voir un petit peu de physiologie de l'oxygénation apnéique. On ne pouvait pas parler d'oxygénation au débit sans parler d'oxygénation apnéique et de physiologie. On va voir un peu comment on peut optimiser l'utilisation de l'Optiflow en 2025 chez vos patients. Et puis ensuite, on parlera des utilisations pratiques au bloc opératoire et puis aussi des limites techniques. Donc l'oxygénation apnéique, quand votre patient passe en apnée, vous allez administrer un débit d'oxygène qui va entraîner un flux et qui va générer une pression positive dans les voies aériennes, un lavage de l'espace mort. Et en fait, vous avez sur ce dessin, le papier d'Anesthésia 2019 sur l'oxygénation apnéique, il est extrêmement brillant et extrêmement bien fait. Vous avez à la fois un flux d'oxygène au niveau des alvéoles. Vous avez une absorption d'oxygène. Il faut savoir qu'il faut à peu près 250 millilitres-minutes d'absorption en oxygène. Et par contre, le CO2 est relargué des capillaires dans les alvéoles pour 20 millilitres-minutes. Et en fait, c'est cette différence de gradient de pression qui va générer une pression négative. Cette pression négative, elle va avoir tendance à faire un appel d'oxygène, de renouveler les molécules d'oxygène au niveau de votre alvéole et de permettre l'oxygénation apnéique dans le temps. Il y a un paramètre extrêmement important, c'est que cette pression négative et cette différence de débit qui génère la pression négative, elle est possible que si vous avez fait une dénitrogénation complète de votre patient. C'est-à-dire que l'azote va rendre cette pression négative beaucoup moins importante et du coup, vous allez avoir une oxygénation apnéique qui est beaucoup moins efficace. Et du coup, on ne peut pas parler d'oxygénation apnéique efficace si on n'a pas fait une préoxygénation efficace. Ça, c'est hyper important et on voit d'ailleurs dans la littérature toute la limite de la comparaison de ces techniques parce que si vous comparez l'oxygénation apnéique mais vous n'avez pas fait une bonne préoxygénation, tout tombe à l'eau au niveau des interprétations. Donc pour l'oxygénation apnéique, il vous faut un apport continu en oxygène, il vous faut une dénitrogénation complète, ça j'insiste,
Il faut bien sûr une libération des voies aériennes supérieures et inférieures. Inférieure, c'est l'application d'une pression positive. Supérieure, c'est éventuellement une subluxation ou une canule. Et puis bien sûr avoir une pression de perfusion pulmonaire qui est maintenue pour avoir cette différence de débit et cette pression négative. Alors comment j'optimise l'utilisation de l'OHD? Ça c'est un papier en 2016 qui a comparé masque facial versus OHD, bouche fermée et bouche ouverte. Et vous voyez que dès lors qu'on ouvre la bouche, le TO2 à 3 minutes s'effondre complètement parce qu'on a une pollution par l'air ambiant à 21%. Et donc on perd complètement cet effet FiO2 100%. C'est exactement la même chose quand vous préoxygénez vos malades au masque facial, que vous êtes étanche et que vous mettez, le patient se met à parler, vous retirez le masque et vous recommencez parce que vous avez une pollution en air ambiant. Donc vraiment l'OHD, il faut demander poliment au patient de fermer sa bouche. Un papier tout récent en 2024 qui a confirmé cet effet, puisque là encore ils ont essayé de faire bouche ouverte, bouche fermée, et très clairement les datas sont clairs, il faut absolument avoir la bouche fermée. Ils ont essayé aussi de ne pas humidifier les gaz, et en fait ils se sont rendus compte que c'est extrêmement mal toléré à des débits à 50 litres minute, c'est très très mal toléré, notamment au niveau des muqueuses, donc c'est mieux d'avoir du gaz réchauffé et humidifié. Donc ça confirme la bouche fermée. Cette étude de Hanouz qui a comparé la préoxygénation en ventilation spontanée masque facial versus OHD, très clairement à 3 minutes, le TO2 est bien meilleur dans le masque facial, vous voyez, à 89 versus 77 dans l'OHD. Ils ont voulu comparer dans le temps à 3, 4, 5, 6 minutes. Et on se rend compte que la différence, elle est significative à chaque fois. Le masque facial semble faire mieux au niveau de l'ETO2. Néanmoins, je vous invite à regarder quand même l'évolution dans le temps, et ça c'est extrêmement intéressant. C'est que vous voyez que très clairement, le masque facial, entre 3 et 6 minutes, il n'y a plus aucun bénéfice à continuer la technique. Vous avez une ETO2 qui ne bouge pas. Par contre, l'OHD, vous voyez qu'on passe de 77 à 81, à 83, à 84, et en fait, on a envie de descendre encore un peu et de se dire, qu'est-ce que ça donne à 8, 10 minutes, 12 minutes. En tout cas, ça ouvre un peu de perspective. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous utilisez l'OHD, vous devez l'utiliser de façon prolongée, et c'est pas comme le masque facial, c'est pas 3 minutes, et vous verrez que dans la littérature, on compare souvent 3 minutes d'OHD, et c'est un peu dommage. Donc, utilisation prolongée de cette technique. Cette magnifique étude de Carvalho, c'est une méta-analyse sur les techniques de préoxygénation. Ils ont comparé sur 4000 patients. J'ai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails. En gros, pour faire simple, tout ce qui est vert avec un pourcentage élevé est performant et a des chances d'être le plus performant dans le critère qui est étudié. Et donc, vous voyez que ce soit le temps d'apnée ou la désaturation ou la PaO2, l'oxygénation au débit en position proclive est la meilleure des techniques, bien mieux que le masque facial dans cette méta-analyse. Et donc, les auteurs préconisent largement de faire de l'OHD en position proclive. En conclusion, clairement, ils annoncent que c'est la meilleure technique pour la préoxygénation. Dernière petite étude de Lyons qui a étudié l'utilisation masque facial en préoxygénation versus OHD plus un embout buccal pour lequel ils sont venus mettre 15 litres minutes au niveau de l'embout buccal pour comparer le temps d'apnée. En fait, ils se sont rendus compte que, vous voyez sur les désaturations, les proportions de désaturation dans le temps, on a une augmentation du temps d'apnée sans désaturation grâce à cet embout buccal. La conclusion des auteurs, c'était que le fait de rajouter un embout buccal, ça permet deux choses. Ça permet d'augmenter votre pression positive et donc cet effet recrutement. 15 litres minutes, ça fait à peu près 1,5 cm d'eau en plus au niveau de la PEP. Et en plus des 50 litres minutes de l'OHD, donc on est à une PEP à 7 à peu près. Également le fait que dès lors que la bouche est un tout petit peu ouverte, il y a cette pollution d'air ambiant, et donc ça rappelle encore une fois l'importance d'avoir la bouche fermée. Et donc l'importance d'avoir un débit maximal toléré. Donc si on fait une synthèse de tout ce qu'on vient de dire, si vous voulez bien utiliser l'oxygénation haut débit, je vous conseille de le faire bouche fermée avec une durée supérieure à 3 minutes, mais largement, moi je dirais une dizaine de minutes sans aucun problème. Il faut le faire en position proclive et avec un débit maximal toléré. Alors maintenant, on va parler de l'application au bloc opératoire
Bon, dans l'intubation difficile, il y a cette étude de Patel, qui est une étude Princeps. Il a utilisé 24 patients, il a étudié 24 patients qu'il a mis en apnée. Il avait au préalable mis une jet de ventilation en place et il les a mis en apnée. Il a attendu de voir avec l'oxygénation au débit le temps de désaturation. Vous avez un temps médian qui est de 14 minutes en apnée chez les patients et ça va jusqu'à 64 minutes. Donc en gros, une très bonne tolérance à l'apnée. On va s'acheter du temps pour pouvoir gérer les voies aériennes, c'est un peu le message de Patel. Il a également étudié l'hypercapnie, qui est effectivement le corollaire de ce problème d'oxygénation apnéique, c'est qu'il faut être vigilant avec votre risque d'hypercapnie, et ça a été bien démontré. Cette étude Préoptidam, qui est une étude française sur la préoxygénation chez les patients avec une intubation difficile prévue. Le critère de jugement principal, c'était la désaturation à moins de 94% entre les patients sous OHD et sous masque facial au niveau de la préoxygénation. Et il n'y avait pas de différence significative. Alors malheureusement, en fait, il y a eu un défaut de calcul dans le taux d'incidence. Le taux d'incidence du critère de jugement principal était un peu trop élevé. Et du coup, il y a un manque de puissance de l'étude. Donc on a du mal à conclure réellement sur cette étude. Vous voyez qu'en tout cas, il n'y a pas de différence statistiquement significative et il y a même au niveau du pourcentage, il y a 2% de désaturation avec l'OHD versus 8% dans le masque facial. C'est pas significatif malheureusement, mais ça nous donne un peu d'ambiance là-dessus. Vous avez par contre le taux de satisfaction, et ça on le retrouve dans beaucoup d'études, le taux de satisfaction et de confort des patients qui est largement meilleur dans l'oxygénation au débit. Dernière étude dans le contexte d'intubation difficile, étude coréenne de 2024 qui a montré sur des tumeurs obstructives, ils ont étudié la PO2, T0 c'est le début de la préoxygénation, T1 c'est 2 minutes, T2 c'est 5 minutes et T3 c'est au moment de l'intubation. Et on se rend compte qu'entre T1 et T2, donc entre les 2 minutes et les 5 minutes, vous voyez qu'il y a un croisement des courbes entre le masque facial et l'OHD, et donc ça concorde un peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que en fait la préoxygénation avec l'OHD dans le temps bénéficie largement aux patients, et donc on a l'impression que très clairement il faut faire plus de 5 minutes au niveau de la préoxygénation de nos malades, et puis on se rend compte que la PO2 elle est meilleure dans le groupe OHD versus masque facial chez les patients, même quand ils sont obstructifs sur des tumeurs. Et du coup, les recommandations ne se sont pas trompées. La Difficulty Airway Society recommande l'utilisation de l'OHD pour l'intubation en VS. L'ASA place l'oxygénation apnéique. Alors, il ne se prononce pas sur le haut débit ou le bas débit, mais il parle d'oxygénation apnéique dans la gestion des voies aériennes. Et puis la SFAR 2024, dans l'intubation des patients hors bloc, place l'oxygénation au débit dans l'obstruction des voies aériennes supérieures ou sur le plan glottique pour favoriser l'oxygénation. Si on parle d'induction séquence rapide, je vais vous présenter 2 études. Les études sont très hétérogènes parce que les populations le sont. Les études sont très difficiles d'interprétation. On va tirer 2 études du lot, Anesthésia 2021, où on compare oxygénation apnéique versus oxygénation au débit versus masque facial. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative pour la saturation la plus basse au moment de l'intubation dans les inductions à séquence rapide. Et donc les auteurs concluent à une sécurité, une utilisation sécuritaire de l'OHD dans ce contexte, sans pouvoir plus conclure. Et cette deuxième étude qui montre également que la PO2 est pas différente de façon significative entre OHD et masque facial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les praticiens prennent plus le temps pour intuber les patients. Alors, est-ce que c'est bien ou pas dans une induction en séquence rapide? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, les praticiens, intuitivement, font plus confiance à l'OHD parce qu'ils prennent le temps de bien gérer les voies aériennes et d'intuber de façon plus longue ces patients. Donc, au total, l'induction séquence rapide, la littérature, elle est encore hétérogène, mais on peut l'utiliser de façon plutôt sécuritaire dans ce cas-là. Les femmes enceintes, alors là, on est dans des études qui sont monocentriques, avec des faibles populations. Il y a cette étude dans le BJA qui a étudié l'utilisation de l'OHD en préoxygénation. Ils ont regardé le TO2 à l'issue d'une préoxygénation, mais malheureusement, c'était 3 minutes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 minutes, c'est probablement beaucoup trop court. Alors le TO2, au bout de 3 minutes, elle n'est pas très bonne chez les femmes enceintes. Ça descend jusqu'à 60 de TO2 juste après la préoxygénation. Ils ont montré également qu'il y avait un lien entre le TO2 et le BMI. En gros, plus le BMI est élevé, plus la préoxygénation est difficile. Bon, ça donne un peu l'ambiance, mais on connaissait un petit peu ces résultats.
J'ai trouvé une étude qui est une étude égyptienne sur 100 anesthésies générales dans des césariennes. C'est une étude randomisée contrôlée qui a du coup laissé les patientes en apnée jusqu'à désaturation à 92%. Ils ont repris la ventilation après 92% pour voir un petit peu le temps d'apnée. Et il semble clairement que l'oxygénation au débit est un intérêt puisque vous avez un temps médian de 7 minutes dans le groupe OHD versus 4 minutes dans le masque facial. Et puis vous avez également une différence significative dans la PO2. Donc la femme enceinte, je peux pas vous... On a vraiment des difficultés à tirer des enseignements de ces études. Mais pareil, l'ambiance générale, c'est que l'OHD peut être utilisé chez cette population de patients. Pour les patients obèses, en fait, vous savez que le gold standard, c'est la VNI. On va être très clair, on va couper court à toute discussion. Chez les obèses, le gold standard est l'utilisation de la VNI pour la préoxygénation. Néanmoins, il y a beaucoup d'études qui ont voulu comparer chez les obèses masque facial versus OHD. Donc, ces études, elles ont montré quoi? Elles ont montré que l'oxygénation apnéique, elle est possible et elle est réalisable et elle est efficace chez les patients obèses. Puisque là, c'est des patients dans lesquels pour qui on a administré une OHD, on les a mis en apnée, on a laissé masque facial sans aucune PEP versus OHD en oxygénation apnéique, et on voit que très clairement la courbe du haut, c'est le groupe OHD et la proportion de patients qui ne désaturent pas, versus le masque facial où vous voyez que ça s'effondre au bout de 3-4 minutes. Vous avez un effondrement de la population qui désature, et donc effectivement, il semble, en tout cas la conclusion, c'est de se dire que l'oxygénation apnéique peut être efficace chez les patients obèses et pourrait être utilisée. Cette étude pré-OptiPop, alors celle-là, elle est magnifique. Elle va comparer le gold standard, la VNI, versus l'oxygénation au débit pendant 4 minutes. Donc là, encore une fois, on pourrait discuter du temps d'application. Ils utilisent 4 minutes de préoxygénation. Il y a le temps d'apnée pendant lesquels la VNI est arrêtée et il n'y a plus aucune ventilation, versus l'OHD où les patients bénéficient de l'oxygénation apnéique. Et puis ensuite, une fois que les patients sont intubés, on va venir étudier le TO2 la plus basse après cette intubation et comparer les groupes. Et très clairement, le groupe VNI a des ETO2 qui sont beaucoup plus élevés, et donc on confirme que la VNI reste la technique à utiliser chez les patients obèses, malgré l'oxygénation apnéique chez ces patients. Il n'y a pas que le TO2, parce que même dans le taux de désaturation à moins de 95%, vous avez 30% de désaturation dans le groupe OHD versus 12% dans le groupe VNI. Ensuite, les patients peu hypoxémiques. J'ai voulu parler aussi de ces patients-là, parce qu'on les a parfois au bloc. Donc très clairement, les études, elles nous proviennent de nos collègues de réanimation. Hein, c'est là où ils ont le plus d'avance. Chez les patients qui sont peu hypoxémiques, il n'y a pas de différence significative sur la désaturation au moment de l'intubation chez les patients qui sont préoxygénés en masque facial versus en OHD. Et donc, il semble que chez ces patients peu hypoxémiques, il y ait un intérêt à l'utilisation de l'OHD. Et puis, vous avez moins de manœuvres au niveau des voies aériennes dans le groupe OHD, vous avez moins de désaturation et vous avez également moins de complications, que ce soit respiratoire ou hémodynamique. Donc, il semble qu'il y a un intérêt chez les patients peu hypoxémique pour l'OHD dans ce cas. Ensuite, vous avez l'étude Florali 2, qui est une étude, encore une fois, française. Le critère de jugement principal, c'était la désaturation durant la procédure d'intubation chez des patients qui étaient pour le coup hypoxémiques modérés à sévères. Donc là, on passe d'un cap. C'est peut-être des patients qu'on a un peu moins souvent au bloc, mais bien que, on en a quand même parfois. Le critère de jugement principal, il n'y avait pas de différence significative entre le groupe OHD versus le groupe VNI pour l'intubation des patients. Par contre, si on vient faire un focus sur la sous-population des patients qui sont hypoxémiques sévères, c'est-à-dire qui ont un P sur F inférieur à 200, alors là, très clairement, la VNI a un intérêt sur l'oxygénation au débit, et donc ça reste, comme pour l'obèse, le gold standard, c'est la VNI chez les patients qui sont très hypoxémiques. Et puis une étude que j'adore parce qu'elle est très pragmatique, c'est une étude de Samir Jaber, Optiniv. Le principe, c'est de se dire, ok, on utilise la VNI chez les patients hypoxémiques. Alors là, il y a 50% des patients qui ont un P sur F inférieur à 100, donc on commence à taper très fort dans l'hypoxémie. Et puis on a mis deux groupes, on a mis un groupe VNI et puis on a mis un groupe VNI plus OHD en se disant qu'il y a peut-être un intérêt sur cette oxygénation apnéique chez ces patients. Et les études sont plutôt favorables à l'utilisation concomitante de la VNI et de l'Optiflow. Alors, vous voyez, la différence, elle est certes significative. Est-ce que entre 100% et 96%, il y a une vraie différence clinique chez les patients et un impact clinique?
Probablement pas, mais très clairement, on a plutôt une tendance à moins de désaturation, avec une saturation meilleure dans le groupe OHD, et donc la combinaison de ces techniques semble favorable. Les sédations procédurales, je vais aller assez vite. Très clairement, toutes les études sont en faveur de l'oxygénation haut débit quand on la compare avec l'oxygénation bas débit. Ça, c'est l'utilisation chez 2000 patients dans des fibroscopies gastriques. Dans l'OHD, il y a beaucoup moins d'hypoxémie, beaucoup moins de manœuvres dans les voies aériennes. Cette étude au défi, c'est au niveau des colofibros, sédation sous colofibro, utilisation d'un groupe standard O2 classique versus OHD. Et là encore, un net bénéfice de l'OHD avec beaucoup moins de désaturation de façon significative. Il y a moins aussi de reprise de manœuvre au niveau des voies aériennes et moins d'augmentation de la FiO2. En gros, il y a moins de désaturation, donc on cafouille moins au niveau de la tête du patient et on touche moins aux procédures. Dans Anesthésia 2023, on a cette méta-analyse, 4000 patients. C'est une énorme méta-analyse qui est extrêmement bien faite, qui vient comparer dans la sédation procédurale OHD versus groupe contrôle, qui est souvent de l'oxygène à bas débit. Vous avez à la fois de colofibro gastro, vous avez des bronchoscopies, vous avez de la cardiologie interventionnelle et vous avez de la chirurgie dentaire. Et très clairement, dans toutes les études, il y a un net bénéfice de l'oxygénation au débit, que ce soit sur la reprise des manœuvres au niveau des voies aériennes, qui peut avoir un impact, parce que dans ces cas-là, on demande au praticien d'arrêter son geste. Donc ça a des procédures d'interruption qui ont des conséquences. Et donc même, il y a beaucoup moins d'interruptions de procédure. Et par contre, il n'y a pas de plus d'hypercapnie. On se sent amusé à regarder un peu au niveau de la méta-analyse. Il semble qu'il n'y ait pas plus d'hypercapnie dans le groupe OHD versus groupe contrôle. Puis je vous ai mis cette diapo parce que chez nous, on s'est amusé à mettre l'oxygénation au débit sur les carlins en unipulmonaire chez les patients qui désaturent. On avait fait un petit papier là-dessus, ça marche extrêmement bien. Le principe, c'est de venir connecter une canule pour trachéotomie au niveau de l'optiflow sur la sonde d'intubation, en tout cas sur la sonde de Carlin, sur le poumon non ventilé. Et on va administrer de l'oxygénation haut débit, on va utiliser l'oxygénation apnéique. Et on va clairement pouvoir baisser notre FiO2 au niveau de notre respirateur grâce à l'utilisation de cet optiflow. Ça marche très bien dans les VATS, dans les vidéos assistées. Par contre, sur le robot, ça marche nettement moins bien. On a essayé. En fait, c'est très simple sur le plan physiologique. C'est l'insufflation des pressions intrathoraciques qui fait que le poumon il reste collabé. Et, en fait, l'OHD n'a pas cet effet CPAP. Vous avez un poumon collabé, non ventilé, et du coup, l'OHD n'est pas efficace. Les limites techniques, les études, très clairement, on a encore beaucoup d'études qui sont hétérogènes avec de la méthodologie complexe. Je vous ai expliqué l'intrication, oxygénation apnéique, préoxygénation, c'est très compliqué à interpréter. Il faut des équipements dédiés au bloc opératoire. Ça se développe de plus en plus sur les respis d'anesthésie. On commence à avoir de l'oxygénation au débit qui est disponible, mais c'est pas le cas partout. Attention au risque de l'hyperoxie, notamment chez les cérébrolésés, chez les patients qui ont été victimes d'AVC. Il y a un magnifique papier qui montre que, à la fois, après les thrombectomies sur les AVC, l'hypoxie, mais également l'hyperoxie a des conséquences à 3 mois, 6 mois sur le pronostic fonctionnel de vos patients. Donc, attention à l'hyperoxie, c'est très bien sur des phases un peu chaudes, mais ne pas laisser le petit flow à 100%, 50 litres minute, alors que le patient à 100% de ça va bien, ça n'a pas d'intérêt. Vous avez sur l'OHD un monitorage de la FeO2 qui est impossible, et ça c'est un peu gênant parce que sur l'efficacité de notre préoxygénation, on ne sait pas trop où on en est. Je vous ai parlé un peu du temps, il faut que ce soit prolongé, mais combien de temps on ne sait pas trop. Et puis vous n'avez pas à tester l'étanchéité du masque facial avant d'induire vos malades si vous faites que de la préoxygénation OHD, donc c'est un peu gênant et il faut anticiper quand même les problématiques. Je vous parle du risque de feu et de l'utilisation du laser. Vigilance, il faut baisser vos FiO2, il faut humidifier l'ensemble des cotons et tout ce qu'il peut y avoir dans la bouche. Et puis une très bonne coordination avec le chirurgien parce que ça peut être extrêmement grave le feu au niveau ORL. Donc vigilance si vous avez du laser. Et puis c'est quelque chose dont on a peu parlé. Et en fait, il y a des rhinites quand même transitoires qui sont certes bénignes mais qui ont des conséquences pas très agréables pour nos patients. Donc ça, il faudra quand même, à mon avis, l'étudier. Mais le haut débit a des conséquences sur les muqueuses ORL peu sévères, mais c'est pas très agréable pour les patients. Puis il y a un coût matériel et un impact environnemental qu'il faudra également mettre en balance. Les perspectives, pour moi, c'est l'utilisation de l'OHD tel qu'il est maintenant possible avec ce qu'on appelle l'OptiFlow Switch. Le principe, c'est que vous avez l'oxygénation au débit avec des lunettes pour lesquelles vous pouvez venir appliquer un masque facial. En fait, la lunette est souple et donc vous avez une étanchéité de votre masque facial. Vous pouvez facilement
ventiler votre malade au masque facial, et dès lors que vous retirez votre masque facial, vous avez l'oxygène qui passe au niveau de l'OHD, ce qui est très pratique au moment de la gestion des voies aériennes. Donc en conclusion, utilisation de l'OHD dans les situations à risque de désaturation, ça c'est la population dans laquelle vous devez réserver l'utilisation de l'OHD. L'importance des conditions d'utilisation, bouche fermée, prolongée, proclive, tout ça c'est avec des débits importants, tout ça c'est vraiment fondamental si vous voulez réussir vos techniques. Ça reste simple, ça reste reproductible et vous avez les mains libres. Pendant que vous avez votre patient qui a de l'OHD, vous pouvez faire autre chose, on va en reparler. Et puis pour moi, en fait, ça a une vraie place, c'est dans la complémentarité avec le masque facial et la VNI. Pourquoi opposer des techniques si on peut augmenter la sécurité des patients? C'est typiquement l'étude Optiniv de Samir Jaber. La combinaison des deux chez les patients sévères, ça a un vrai impact et pourquoi se priver de ces techniques? Et puis, comme j'aime bien le côté pratique, je vais me mouiller. Je vais vous donner, moi, ce que je pense au niveau de l'utilisation de l'OHD en 2025. Sur l'intubation difficile prévue, sédation procédurale et la chirurgie ORL sans IOT, vous pouvez largement utiliser l'OHD, c'est vraiment clairement démontré. Pour l'induction à séquence rapide, je vais être plus réservé, mais si vous avez des facteurs de risque de désaturation, et puis si vous avez besoin d'avoir vos mains libres, votre patient, c'est une induction à séquence rapide, vous devez lui mettre un cathé central en jugulaire interne, vous perdez pas de temps, vous mettez les lunettes d'oxygénation au débit, pendant ce temps-là, vous pouvez mettre le cathé central, votre malade, il commence à être préoxygéné, si vous avez besoin de l'induire assez rapidement, vous perdez peu de temps, et donc ça peut être intéressant, en tout cas, vous avez toujours les mains libres au niveau de cette technique, et donc vous pouvez l'utiliser chez cette population de patients. Femme enceinte césarienne, je vais être un petit peu plus restrictif, mais néanmoins, le code orange chez la patiente à qui vous devez faire une rachie en urgence, et pour lequel vous ne savez pas si vous allez avoir une anesthésie périmédulaire qui va fonctionner ou pas, ou si vous avez un doute sur votre péri, vous pouvez très bien lui mettre l'oxygénation au débit, et vous allez faire votre technique d'ALR, mais pendant ce temps-là, elle est quand même en train d'être préoxygénée. En plus, souvent, elle est assise, elle est en position proclive, donc vous gagnez du temps sur tout ce qui peut se passer en amont, et voilà, vous avez un code orange, vous mettez votre OptiFlow, vous faites ce que vous avez à faire, l'ALR, elle marche très bien, je retire l'OptiFlow, l'ALR ne marche pas, j'ai gagné du temps au niveau de l'oxygénation de mon malade. Et puis enfin, l'obèse et le patient hypoxémique, j'aurais tendance à dire VNI, ça, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, pourquoi pas l'utiliser pour le versant oxygénation apnéique, notamment chez les patients les plus sévères. Juste le fil rouge, c'est on ne meurt pas d'un défaut d'intubation, mais on meurt d'une absence d'oxygénation. N'oubliez jamais ça, c'est vraiment le message le plus important. Je vous remercie.